Dans cette quatrième vidéo, cette deuxième partie de notre évaluation finale. Aujourd'hui, on va s'attaquer au profil de marge de l'entreprise. Et donc, on va regarder deux hypothèses. En fait, on va regarder le profil de marge et le réinvestissement, qui font partie de notre évaluation totale pour se rendre au flux de trésorerie libre de l'entreprise. Donc, commençons dès maintenant avec le profil de marge, les bénéfices avant, la marge pour les bénéfices avant intérêts et impôts. Et celle-là va être un petit peu plus simple, du moins entre guillemets, parce que l'entreprise, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu en Ukraine, est parvenue à rester assez bonne, relativement très constante dans son profil de marge. Et donc c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a vraiment trois points que je trouve importants de souligner. La première est que les dernières, et vous pouvez voir ici la marge brute, le BAYA normalisé pour des trucs qui sont irréguliers, et le bénéfice avant intérêt et impôts, les BIT. Donc, une des premières choses qui est très importante de considérer, c'est que les dernières diminutions de marge sont fortement dues aux tarifs d'électricité, hein. Comme vous le savez, potentiellement, la Russie a attaqué certaines infrastructures énergétiques ukrainiennes et ça fait en sorte que les opérations de Kyivstar, un de leurs inputs, un de leurs et l'électricité. Et donc, je crois qu'en 2023, les tarifs d'électricité ont augmenté de 23 et en 2024 de 27. Donc, ça a créé un certain choc à l'entreprise et c'est une des principales raisons pour laquelle ces marges de profit ont été impactées. Toutefois, ici, on essaie d'évaluer l'entreprise dans une Ukraine souveraine. Et donc, c'est pas une situation qui continuerait à travers le temps, right? Si on a un arrêt du conflit, techniquement, on peut anticiper que les marges euh, reviendraient à un niveau pratiquement normal, sinon un petit peu plus élevé. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, surtout au niveau du bénéfice avant intérêt et impôt, où est-ce qu'on soustrait l'amortissement et la dépréciation, c'est que l'amortissement devrait être de moins en moins important puisque Kyivstar transitionne un petit peu vers un modèle plus asset light en transférant une partie de son infrastructure sans fil à une autre compagnie qui appartient au même groupe global, mais à une autre compagnie qui s'appelle Ukraine Tower Company. Et vous pouvez le voir ici, à travers le temps, la proportion des actifs de Kyivstar par rapport au nombre de sites totaux. Vous pouvez voir en 2021, 64% des sites étaient détenus par Kyivstar, alors qu'en 2024, on est à 44,5. Une des raisons pour laquelle le pourcentage a, a cessé de diminuer, c'est le fait que sous la loi martiale qui est actuelle en Ukraine, il y a une certaine limite au niveau des transactions qui peuvent être faites. Toutefois, euh, j'imagine qu'une fois que la loi martiale va être levée, cette tendance-là va continuer, euh, notamment parce que Kyivstar, je crois, de ce que je comprends, préférerait louer l'espace sur les tours de télécommunications que les détenir et donc continuerait de vendre des, son infrastructure à UTC ou Ukraine Tower Company. Et ce qui ferait en sorte que, puisque les actifs ne seraient plus sur le bilan de l'entreprise, je pense que l'amortissement serait moindre, et ce qui ferait en sorte que le, le bénéfice avant intérêt et impôt serait, du moins la marge serait plus élevée. Et finalement, donc c'est pour ça que j'ai mis un 40%. Donc, vous pouvez voir ici, on est à 39,3. Là, on a eu l'impact de l'électricité. Et dans les 12 derniers mois, on est parvenu à rétablir un petit peu la marge. Donc, je pense que à plus long terme, 40%, je pense même que je suis peut-être du côté faible de ce qui pourrait être en vigueur, mais disons que
un 40%, c'est pratiquement où est-ce qu'on est, malgré que je vois un potentiel à la hausse pour les marges de bénéfices avant intérêts et impôts. Et donc, supposons 40%, ce que j'ai mis ici sur la durée des 10 ans de prévision, on arrive à notre bénéfice avant intérêts et impôts. On passe de 433 millions dans l'année 1 jusqu'à 1,2 milliard dans 10 ans. Ensuite, il faut soustraire l'impôt et le taux d'imposition. Et là, il y a une petite variation qu'il faut faire, c'est que, donc, techniquement, Kyivstar est intégré dans un holding aux Pays-Bas, où est-ce que le taux de taxation est à 25,8, donc comme on peut voir ici. Par contre, les opérations de Kyivstar ne dépendent pas du holding, right? Donc, toutes ces opérations sont en Ukraine, donc le taux de taxation devrait être le taux de taxation marginal que cette entreprise-là devrait avoir en Ukraine. Et le taux de taxation pour les entreprises en Ukraine est de 18%. Donc c'est pour ça que j'ai mis 18%, et c'est environ ce qu'elle paie déjà dans le passé. Donc, elle va juste continuer à ce niveau-là. Clairement, il pourrait avoir peut-être dans le futur une augmentation du taux d'imposition pour les entreprises. Je suppose que le gouvernement ukrainien veut rembourser sa dette qu'elle a prise durant le conflit plus rapidement. Donc, peut-être que le taux d'imposition des entreprises augmenterait, mais ça, j'ai pas d'indication sur quoi ça va arriver à court terme. Je pense que pour le gouvernement ukrainien, la priorité, c'est davantage que le conflit se termine. Donc, imaginons un taux d'imposition de 18% pour l'instant, mais gardons en tête que ça pourrait évoluer à travers le temps. Et donc, on arrive à notre EBIT 1-T, qui est vraiment ce qu'on veut en premier lieu. Et on arrive à un EBIT 1-T de 32,8%. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'au cours des 3 dernières années, le bénéfice avant intérêt, le EBIT 1-T était autour de 32%. Donc j'ai un scénario un petit peu plus positif qui s'explique notamment parce que l'impact de l'électricité va diminuer à mesure que Kyivstar sort des actifs de son bilan pour les vendre à UTC. Ça aussi, ça va avoir un impact positif. Donc, tu sais, je pense que je suis dans des eaux qui sont intéressantes. Par contre, une fois qu'on a notre EBIT 1-T, l'entreprise doit réinvestir si elle veut croître. La croissance, ce n'est pas gratuite. Surtout qu'on a un scénario où est-ce qu'on dit que notre revenu moyen par utilisateur va augmenter. Donc, il ne peut pas augmenter par magie. Il faut faire des réinvestissements, malgré que une bonne partie de ces investissements-là ont été faits. On pense à ce qu'elle a pu développer de passant d'un réseau, un fournisseur de réseau cellulaire à acheter Uclon, acheter LC, développer Kyivstar TV. Donc, il y a déjà des investissements qui ont été faits par le passé qui vont favoriser la croissance du revenu moyen par utilisateur, surtout si le conflit se termine. Par contre, il faut quand même continuer à investir, right? Donc, il y a 3 trucs vraiment que je pense qu'elle va réinvestir. Premièrement, il y a les dépenses en capital physique et intangible. Ça, juste en général, j'ai regardé ce qu'elle dépensait annuellement et j'ai juste ajusté pour les coûts qui étaient uniquement reliés au conflit en Ukraine. Et c'est le fun parce que Kyivstar nous donnait une description de ces coûts-là. Et donc, elle mentionnait des coûts liés à la sécurité, au carburant pour générateurs diesel, batterie et mesures d'atténuation. C'était des dépenses, du moins pour 2024, d'environ 45 millions. Et donc, j'ai pu ajuster pour ces dépenses-là, donc les retirer pour imaginer dans un contexte normal, ça ressemblait à quoi. Ensuite, il y a toujours le fait qu'à long terme, euh, on, je, je pense que Kyivstar va devenir une entreprise plus asset-light en distribuant une bonne partie de son infrastructure physique à UTC, ce qui ferait qu'à long terme, j'aurais une hypothèse de dépenses en capital physique net, donc en, en retirant l'amortissement de quelque part entre 0 et 5%. Donc, disons un 2,5% net
Donc, vraiment, ce qu'on dépense de plus que l'amortissement. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va venir inclure là. Donc, vous pouvez voir et ça, c'est par rapport aux ventes. Donc 2,5% des ventes nettes euh, vont être investies en dépenses et capital physique. Ensuite, j'ai également fait une hypothèse concernant les dépenses en fusion et acquisition, parce qu'une entreprise peut croître non seulement en acquérant des actifs, mais peut aussi acheter une autre entreprise, acheter quelque chose. Donc c'est dur à prédire parce que l'entreprise ne donne pas toujours qu'est-ce qu'elle va acheter. Des fois, c'est juste des occasions qui se présentent. Par contre, elle a dépensé environ 175 millions dans les 3 dernières années en acquisition. Et on sait également que euh, Kyivstar et Veon ont l'intention d'investir 1 milliard en Ukraine entre 2023 et 2027. Donc, il y a déjà une partie qui a été faite avec l'acquisition de Uklon, qui était pour 150 millions. Ensuite, il y a d'autres investissements qui ont été faits, mais je pense qu'il reste un certain montant euh, à, à Kyivstar et Veon à investir. Et donc, il y avait également mentionné qu'ils voulaient peut-être acheter euh, des trucs pour le cloud, pour les modèles d'IA génératifs. Il y avait également les services financiers qui étaient un secteur où est-ce que l'entreprise voulait être focus. Donc, c'est pour ça que je vais, et ça, tu sais, ça demeure une hypothèse, mais un 50 millions par année en acquisition, en moyenne. J'ai pris environ les 150 millions au cours des 3 dernières années, puis j'ai fait annuellement 50 millions. Donc, ça, c'est une deuxième hypothèse. Et encore une fois, j'ai aucune idée comment les choses vont se matérialiser, mais il faut faire les hypothèses. Et j'ai également construit une troisième hypothèse ici, le fait que hein, si le conflit venait à se terminer aujourd'hui, l'ensemble des dépenses reliées au conflit ne diminueront pas du jour au lendemain, right? Donc, ça va prendre un certain nombre d'années pour réduire les dépenses supplémentaires qui sont occasionnées par rapport au conflit. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un petit tableau ici. Donc, les dépenses de Kyivstar ne diminueront pas d'un coup, d'un coup à la fin du conflit, une descente progressive de 4 vers 2,5 donc, donc, on sait que 2,5, c'est les dépenses en capital physique net et un petit surplus de 1,5 qui donne le 4. Et donc, ça va diminuer progressivement sur 5 ans pour qu'à la fin de la 5e année, on soit à 2,5 de dépenses en capital physique net. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, vous voyez, à la fin de la 5e année, là, on n'a plus de dépenses qui sont post-conflit. Et donc voilà, ce qui nous donne des investissements qui vont diminuer à travers le temps. Donc ici, on est vraiment dans beaucoup d'investissements, notamment parce qu'on a des dépenses, on est dans la première année subséquemment à un conflit, puis à travers le temps, le rythme de dépenses va diminuer, euh, puisqu'on n'aura plus une situation précaire. Par contre, une des bonnes choses, c'est que historiquement, Kyivstar a été en mesure de se financer via son fonds de roulement et on peut le voir. Et juste peut-être pour revenir aux dépenses en capital, une des façons que j'ai travaillé sur ça, c'est que j'ai été voir différents compétiteurs pour voir c'est quoi leur niveau de dépenses en capital et vous pouvez voir un peu les résultats ici. En ce moment, Kyivstar dépense beaucoup, et bon, c'est normal parce qu'il y a des coûts qui sont supplémentaires à cause du conflit. Ensuite, elle a également fait des acquisitions, etc. Mais bon, si on regarde, disons, un barème de compétiteurs dans la région ou de compagnies de télécom qui sont proches de l'Ukraine, pas nécessairement en Ukraine, ben, je pense que ça va. En ce moment, je pense pas que Kyivstar va être euh, ne sera pas obligée de réinvestir. Donc, je pense que pour les prochains 10 ans, elle va être obligée de réinvestir. Je ne pense pas qu'elle va arriver à avoir des bénéfices, des dépenses en capital net inférieures à l'amortissement, notamment parce que
on veut également projeter une phase de croissance, right? Donc, le revenu moyen par utilisateur, il doit avoir du réinvestissement qui est fait. Donc, je pense que, tu sais, à some point, ça va arriver, tu sais, dans les 2,5%, puis c'est avec Safaricom au Kenya et KPN, je pense que c'est aux Pays-Bas. Donc, quelque chose dans ces eaux-là. Et je mentionnais que historiquement, les variations dans le fonds de roulement hors case, Kyivstar a été en mesure de se financer via son fonds de roulement, donc surtout vers ses fournisseurs, donc en achetant des biens, mais en repoussant le délai de paiement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer, du moins elle le fait en temps de crise. Donc, j'imagine en temps normal, ça serait quelque chose qu'elle serait également en mesure de faire. Et donc, c'est pour ça que autour de 2,5% des ventes qu'elle pourrait se financer en fonds de roulement. Et ça fait notre profil de réinvestissement total. Donc, les réinvestissements, on parle de ça ici. Donc, de 66 millions qui descend vers 50 millions, on parle net. Et, et voilà. Notamment parce que une grande partie des investissements sont déjà faits. On a parlé de Keepstar TV, Uclon. Donc, il y a déjà un bon niveau, puis les investissements supplémentaires ne sont pas nécessairement dans le réseau d'infrastructure, vu que progressivement, Keepstar va transférer son réseau d'infrastructure, ou du moins une partie à UTC, et il va juste rajouter des actifs qui s'intègrent bien dans la volonté de l'entreprise d'être au cœur du consommateur ukrainien. Et ce qui nous donne nos flux de trésorerie libres à l'entreprise. Donc, on a notre EBIT 1-T. Et par la suite, ça, c'est le réinvestissement. Donc, on soustrait le réinvestissement, ce qui nous donne nos flux de trésorerie libres à l'entreprise, qui sont d'environ 300 millions dans l'année 1, conflit post-conflit, et qui arrive proche de 1 milliard dans 10 ans, notamment à cause de l'augmentation du revenu moyen par utilisateur mobile. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va parler du risque qui sont associés au flux de trésorerie et on va compléter notre évaluation de l'entreprise. Sur ce, merci d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo.